Le compte des gestions répond à deux objectifs, hein, justifier l'exécution du budget et présenter l'évolution de la situation patrimoniale et financière de la commune. Ce compte des gestions retrace les dépenses et recettes et toutes les opérations budgétaires et non budgétaires effectuées au cours de l'exercice 2021. Et c'est un document qui est, je dirais, le miroir du compte administratif qui est par contre un document établi par l'ordonnateur qui est Madame le maire. Il est demandé de constater que le comptable public a bien repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2021. Et il est demandé au conseil municipal d'arrêter d'approuver les comptes de gestion de l'exercice 2021 tel que cela a été dressé par le comptable public. Certifié conforme par l'ordonnateur et d'autoriser le maire à le signer. Y a-t-il des observations sur cette délibération? Il n'y en a pas. Nous allons donc la mettre aux voix en vous demandant qui est contre, qui s'abstient. C'est adopté à la majorité. Je vous remercie. Nous passons maintenant à l'adoption du compte administratif au titre de l'année 2021. Le rapporteur est Ambroise Thoin. Pour le compte administratif, nous allons faire une présentation à l'écran. Donc, voilà. Donc, nous rappelons un peu les faits marquants de l'exécution budgétaire 2021. Donc, nous avons recensé quatre points significatifs, notamment le retour progressif à la normale dans le fonctionnement des services publics locaux. Contrairement à l'année 2020 où nous avons justement une reprise en temps avec la situation sanitaire. Donc nous avons une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 3,18% et des recettes réelles de 3,22%. Nous avons comme deuxième point la poursuite des objectifs de la ville dans des conditions optimales, donc de développer encore plus les services publics de proximité et renforcer les politiques publiques prioritaires, notamment l'éducation, la sécurité et le cadre de vie. Le troisième point concerne la diversification de nos sources de financement dans l'investissement dans tous les investissements que nous faisons, en ayant recherché justement des financements extérieurs. Et nous constatons que ces subventions ont financé à hauteur de 41% les dépenses d'équipement. Et enfin, nous continuons notre politique de maîtrise de notre épargne à travers, vous le constatez, la progression de ces épargnes qui traduit bien une amélioration de notre situation financière. Le résultat 2021 est en forte progression. Et donc, nous avons un résultat 2021 dégagé sans tenir compte des excédents antérieurs de 4 433 739 € pour le fonctionnement et pour les investissements, le résultat 2021 qui est de 586 695 € Pardon. Quand nous rajoutons les excédents et les déficits, donc les excédents dans le fonctionnement que nous avons engrangé l'année dernière de 4 887 932, en fonctionnement à un résultat définitif de 9 321 671 €. Et en investissement, malgré le résultat positif, quand nous imputons les déficits de 2020, nous ressentons avec un déficit en investissement de 1 129 113 €. Il faut dire que les indicateurs par rapport à ce résultat sont très encourageants sur les 2 années qui se sont écoulées, notamment, comme je vous ai parlé tout à l'heure de l'épargne nette. Nous avons une épargne nette qui permet de mesurer l'équilibre de nos finances. Cette épargne nette évolue positivement sur les 2 dernières années, et ce qui est très encourageant pour nos investissements futurs. Comme ratio également que nous avons l'évolution des recettes que vous voyez dans le tableau, où nous voyons
à travers ces deux graphiques la couverture des dépenses par les recettes que nous engrangeons. Voilà. Cela traduit la dynamique d'évolution des dépenses et des recettes réelles de fonctionnement depuis 2017 jusqu'à maintenant. Et ce tableau permet d'entériner la démarche que nous avons engagée encore plus fortement depuis 2019 sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement qui est conjuguée à la diversification des ressources de financement des services publics locaux. Sur la section de fonctionnement, donc vous avez les graphiques, vous les avez dans le dossier de présentation. Hein, donc vous pouvez aussi voir les graphiques que nous présentons à l'écran. Si c'est trop petit, nous voyons bien que nous avons la part que représentent les charges principales dans la totalité des dépenses de fonctionnement. Donc avec un constat sur 2020, une baisse des dépenses de fonctionnement courant et des dépenses personnelles qui ont également baissé. La FCCT, qui est le fonds de compensation reversé au territoire, connaît un mouvement inverse avec une augmentation qui continue d'année en année. Voilà. Comme bonne nouvelle, nous constatons que nous avons une progression de nos recettes de fonctionnement, qui sont principalement, comme je l'ai dit auparavant, des dotations et ensuite des recettes fiscales. Et tous les postes de recettes connaissent une progression d'un exercice sur l'autre, à l'exception forcément des produits de services qui n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant-crise, et ce qui est dû au fait que ça reprend petit à petit. Et donc, on espère que les années à venir, cela va s'améliorer. Sur l'évolution des principales recettes, donc, pour aller plus dans le détail, donc sur la fiscalité directe locale, donc, nous avons la fiscalité directe locale. Le produit fiscal direct 2022 progresse de 38 000 € par rapport à 2021. Et à périmètre constant, la réforme de la fiscalité locale permet à la ville de générer un gain de 80 000 € en 2021. La fiscalité indirecte progresse sous l'effet des mutations, des droits de mutation. Et les recettes issues pas de GPSA, mais MGP de la métropole, voilà, donc, qui aussi sont stables. Voilà. Et et les dépenses que nous reversons au territoire, notamment à travers ce que je disais tout à l'heure, la FCCT, sont, voilà, nous n'avons pas de compétences supplémentaires transférées, ce qui fait que ces dépenses restent à peu près stables. Sur les dotations, donc un point sur les dotations, parce que comme vous savez, les dotations sont liées à la démographie et à la situation économique de la ville. Et globalement, en 2021, la ville, au titre des dotations, a eu un montant de 6 189 000 €. Ces produits continuent de croître malgré justement la baisse des dotations initiées au niveau national par les gouvernements successifs. Les dotations de péréquation sont en croissance en raison de la hausse démographique et de la réalité socio-économique présente sur notre ville. En l'espace de 10 ans, la ville a perdu en recettes 860 000 €, soit 2,3% de nos recettes. Soit une perte cumulée atteignant depuis justement dans les 10 ans 6,3 millions d'euros. Autrement dit, cette évolution constatée sur les dotations et la baisse des dépenses de fonctionnement n'a pas conduit la ville à trouver des marges de manœuvre sur des politiques publiques, mais uniquement à financer l'ensemble de ses charges incompressibles. En section d'investissement, donc les dépenses d'équipement sont conformes aux objectifs, aux ambitions politiques de notre mandat. Donc, nous avons principalement la plus grosse dépense concerne la redynamisation du centre-ville, qui est un de nos
qui fait partie de notre point principal dans le cadre de ce mandat. Nous avons après le déploiement de la vidéoprotection. Ensuite, l'entretien de la voirie et l'aménagement des espaces verts. Voilà. Ensuite, vous avez les autres que vous pourrez regarder dans votre rapport. Donc, c'est dire que effectivement, nous investissons par rapport à nos objectifs de mandat et nous sommes fiers justement de pouvoir réaliser ces investissements et notamment en s'aidant justement de cette épargne nette que nous dégageons pour cela. Alors, quand on regarde un peu le financement de ces dépenses d'équipement, nous avons un travail formidable qui a été fait, donc notamment la réduction de l'emprunt. Voilà, l'emprunt est passé de 50% dans le financement de nos investissements à 35%. Et cette baisse de l'emprunt laisse la place à d'autres sources de financement. Donc, vous constatez, nous avons des subventions qui atteignent 26%. Et les excédents de fonctionnement qui sont à hauteur de 25%. Ce sont ces excédents-là qui nous permettent justement de renforcer notre recette d'investissement pour financer les investissements dont je vais parler tout à l'heure. Donc, cette diversification de sources de financement constatée en 2021 génère pour la ville justement cette capacité d'investissement plus importante et contribue à augmenter le fonds de roulement. Sur la dette, donc, il y a une stabilité des remboursements des annuités. Hein, donc, nous avons plusieurs effets. Le montant des intérêts qui diminue progressivement, en moyenne baisse de 45% par an en raison du taux historiquement très bas et de la stabilité de l'encours de notre dette. Ça joue énormément. Le remboursement de la dette représente 35% des dépenses réelles d'investissement. Le remboursement du capital augmente légèrement d'une année à l'autre en raison de nouveaux emprunts qui sont contractés. Donc, nous avons des encours de la dette au 31/12/2021 qui est de 44 220 000 € et reparti en 35 emprunts souscrits auprès de 6 établissements prêteurs. Voilà au total présenté de manière synthétique ce rapport sur le compte administratif. Et voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Madame Sidoum, vous avez la parole. Merci, Madame la maire. Alors, Monsieur Thouin, vous parliez d'une maîtrise des finances. C'est tout de même un minimum au vu de la capacité d'investissement dont nous voyons aucun effet. Aucun effet, je parle du gymnase toujours en phase d'études, d'une école à la Hétraie dont nous n'avons aucune information, pas de maison d'aide association, toujours aussi peu sur la culture et le tissu associatif, à part un concours peut-être animalier qui doit tenir à cœur certains habitants. Nous avons par contre une programmation cinéma, bon, un festival de blues avec un sac tissu à 5 €. Clairement, à mon sens, c'est très peu. Je vais juste me permettre de décrire un petit peu ce que pense le Brévanais, qu'il a toujours l'impression d'être dans une ville dortoir. Et c'est bien triste. Donc les Brévanais attendent plutôt des projets de grande envergure, et également une santé financière de leur ville. Et non une progression continue des recettes. En gros, la ville n'est pas une entreprise et les habitants ne bénéficient pas d'un intéressement. Je vais donc m'abstenir pour cette délibération, chers collègues. Je vais répondre et puis après je laisserai la parole à Madame le maire pour compléter. Pour vous dire que peut-être que vous ignorez d'où on vient en fait. Voilà, donc ce travail de renforcement de notre épargne nette permettra justement de faire ce que vous êtes en train de dire, Madame Sadoun, le gymnase, de faire tout ce que vous dites, les écoles, et parce qu'on constitue cette réserve. Et sans cette réserve, vous ne pouvez pas le faire. Et je vous assure que voilà, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir
faire ces investissements-là que nous avons dans notre programme, justement, qui va être réalisé. Rassurez-vous, ce sera réalisé. Non, nous, on ne marche pas au chrono. On marche à la dynamique de ce que nous avons prévu, pas à votre chrono. Voilà. Donc, je laisse la parole à Madame le maire, peut-être pour répondre et donner la suite. Merci beaucoup, Ambroise. C'est vrai que nous avons hérité d'une situation un petit peu compliquée, notamment avec beaucoup d'investissements scolaires et de squares pour les enfants et de démarrage de rues à faire pour les voiries et de remplacement quasi général du parc automobile qui était complètement déficient. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Ça nous a mis en difficulté en 2018 et donc il était nécessaire que nous puissions redresser en fait la barre pour pouvoir poursuivre les investissements et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il est de fait que chaque fois qu'on veut engager des investissements importants, le délai d'étude est lourd. La commande publique oblige aussi à prendre un certain nombre de mois pour pouvoir lancer les marchés en faisant les cahiers des charges qui soient les plus optimums. La longueur est souvent due aussi à l'ambition du projet et je pense que quand Philippe Llopis aura l'occasion de vous détailler ce projet, c'est un projet d'envergure qui n'a rien à voir avec la première salle Colasiac que nous avons fait sur le secteur Didier Pironi avec l'agrandissement de la salle Larousse. Là, ce sera vraiment quelque chose d'ambitieux pour ce nouveau mandat. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y en a pas, je vais sortir pour que ce compte administratif puisse être voté. Quelle sorte pour respecter les, les règles. Donc mes chers collègues, je vais vous demander de procéder au vote du compte administratif en l'absence du maire. Qui est pour? Abstention? Qui est contre? Approuvé à la majorité. Madame le maire, tu peux revenir. Le rapport suivant est l'affectation définitive des résultats de la ville au titre de l'exercice 2021. Le rapporteur est Ambroise Thoin. L'affectation des résultats, il s'agit d'affecter les résultats au titre de l'exercice 2021. Cette affectation intervient après le vote du compte administratif que nous venons de faire. Et donc qui permet justement de constater ce résultat. Seul le résultat excédentaire de la section de fonctionnement au titre des réalisations de compte administratif fait l'objet d'une affectation par délibération du conseil municipal. Donc vous avez tout à l'heure, je vous ai rappelé les résultats de clôture 2021 et leur affectation définitive au budget supplémentaire 2022 de la commune sont les suivants. En section de fonctionnement, nous avons des dépenses, un résultat de l'exercice à hauteur de 4 433 738 et 62 centimes. Nous avons un excédent reporté de l'année 2020 de 4 887 931 et 79 centimes, ce qui nous donne un résultat global excédentaire de 9 321 670 et 41 centimes. En section d'investissement, nous avons un résultat excédentaire sur l'année de 586 694 et 65 centimes et un déficit reporté de l'année 2020 à hauteur de 1 715 807 et 38 centimes, ce qui donne un résultat global déficitaire de 1 129 112 et 73 centimes. Les besoins de financement de la section d'investissement se déterminent de la façon suivante. Le déficit d'investissement de 2020 qui est 1 715 807 et 38 centimes, auquel nous rajoutons la section, le solde de 2021
qui fait 586 694 et 65 centimes. Et enfin, nous rajoutons des soldes à réaliser qui sont des investissements qui sont reportés de 2021 sur 2022 à hauteur de 2 412 315 et 81 centimes, soit un total de report de 3 541 428 et 54 centimes. L'excédent global de clôture 2021 de la section de fonctionnement s'élève quant à lui à 9 321 670 et 41 centimes et doit couvrir au minimum les besoins de financement de la section d'investissement, donc notamment les 3 millions que je vous ai donnés tout à l'heure. Le reliquat accidentel de fonctionnement de 5 780 241,87 centimes peut soit être affecté en totalité en résultat reporté de fonctionnement, soit être affecté en autofinancement complémentaire pour une partie. Pour cette année, donc, nous proposons d'affecter une part du montant, soit 2 500 000, en autofinancement complémentaire, soit la somme totale de 6 041 428 et 54 centimes au compte excédent de fonctionnement capitalisé. Il est proposé de repartir comme suit le résultat global de clôture de la section de fonctionnement de 9 321 670 et 41 centimes. Donc vous avez la répartition sur le tableau dans le rapport. Donc il est demandé au Conseil d'affecter le résultat 2021 du budget de la ville selon ce tableau. Y a-t-il des questions ou des observations à ce sujet? Il n'y en a pas. Nous allons donc procéder au vote en vous demandant qui est contre, qui s'abstient. Une abstention. C'est adopté à la majorité. Je vous remercie. Le rapport suivant est l'adoption du budget supplémentaire au titre de l'année 2022. Donc, vous vous souvenez que cette année, nous avons voté un budget primitif très tôt dans l'année, de façon à pouvoir avoir des chiffres un peu plus précis et un petit peu plus complets, et de compléter ensuite, en fait, avec une nouvelle délibération de budget supplémentaire. Ce que nous faisons maintenant, cela permet, entre autres, d'ajuster les investissements, puisque certaines fois, en fait, nous prévoyons des investissements en début d'année, mais il est nécessaire d'attendre quelques mois pour vérifier leur réalisation au cours de l'année. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi donc cette formule de faire un budget primitif tôt dans l'année, au moment où on n'a pas encore exactement les recettes, puisque les recettes, nous les obtenons de l'État tardivement, vers le mois d'avril-mai, et que d'autre part, par la règle des marchés publics et des demandes de subventionnement, il est difficile de pouvoir se projeter le plus précisément possible en tout début d'année. Et donc, nous avons choisi d'adopter un budget supplémentaire maintenant, début juin. Le rapporteur est Ambroise Thoin. Merci. Donc pour ce budget supplémentaire, qui est une première pour notre commune, nous allons rappeler juste les grands équilibres globaux de ce budget. Donc nous avons 5 points, notamment la couverture. L'objectif, c'était la couverture de besoins de financement d'investissement de 2021 de 3 541 000 que j'ai énoncé concernant l'affectation de résultats que j'ai énoncé tout à l'heure, et de 5 780 millions d'euros en investissement et en fonctionnement. Une hausse des dépenses de fluide, donc, que nous constatons à hauteur de 480 000 euros, du fait des difficultés que nous voyons en ce moment avec les crises qui se succèdent. Une actualisation des prévisions de recettes de fonctionnement suite aux notifications que nous avons reçues de l'État, de la fiscalité et de la DGF, de la dotation globale de fonctionnement. Un ajustement des prévisions de dépenses d'équipement de 2 590 000
donc qui est justifié par un renforcement de la stratégie, hein, comme je dis tout à l'heure, d'investissement de la ville, et une baisse des besoins d'emprunt à hauteur de 3,3 millions d'euros. Ces grands équilibres, nous le constatons en fonctionnement, hein. Donc, nous avons ce budget de 2022 qui est cumulé budget primitif et budget spécial est en hausse de 2,33% par rapport au budget primitif 2021 qui intégrait la reprise anticipée des résultats 2020 uniquement. Cette hausse est essentiellement justifiée par la construction du budget primitif 2022 qui s'est élaboré dans cette hypothèse-là de fonctionnement normal en excluant le contexte sanitaire que la ville a connu en 2020 et 2021. Donc vous voyez bien, la ventilation démontre bien que la ville veille à assurer ses politiques publiques, hein, éducation, sécurité, conservation du cadre de vie et solidarité intergénérationnelle, tout en respectant ses engagements, parmi lesquels le non-recours à l'augmentation de la fiscalité locale, conjuguée à l'emploi maîtrisé de nos emprunts. En investissement, nous avons un investissement qui est renforcé. Donc, contrairement à ce que nous avons entendu tout à l'heure de la part de Mme Sidoun, hein, ces investissements sont renforcés pour améliorer justement le cadre de vie des Brévanais. Donc, nous souhaitons mettre en œuvre un programme d'équipement ambitieux et conciliant les besoins relatifs à l'aménagement urbain et un cadre de vie de qualité pour les Brévanais. Il s'agit d'un objectif qui s'insère dans ce contexte contraint de faire mieux avec moins de ressources. La baisse des dépenses d'équipement par rapport au BP 2020 s'explique par la démarche depuis 2021 à n'inscrire que des projets d'investissement cofinancés. Ainsi, et compte tenu de l'avancement financier, tant en dépenses qu'en recettes, des projets d'investissement supplémentaires ont été inscrits au budget supplémentaire. Voilà, donc c'est ce qui nous donne justement ce montant d'investissement de dépenses d'équipement à hauteur de 2 452 776 et 85 centimes. Pour les recettes d'investissement, donc il y a toujours la notion de prudence, hein, quand il s'agit de recettes. Et donc, l'ajustement à la hausse est justifié justement par l'attribution des subventions que nous avons reçues effectivement au cours du premier semestre 2022. Et nous sommes en attente de d'autres subventions, voilà, mais nous ne les avons pas inscrites parce que, voilà, pour des questions de prudence. Et les nouvelles prévisions de l'emprunt d'équilibre 2022 sont à 4 330 000, soit une différence de 2 millions par rapport au budget primitif. Voici présenter un peu les quelques éléments supplémentaires que nous rajoutons au budget pour avoir notre budget définitif. Y a-t-il des questions à ce sujet, Madame Sidoun? Oui, j'avais deux questions, l'une en page 82 et l'autre en page 84. Donc en page 82, Monsieur Toin, est écrit donc sur le patrimoine bâti sont prévues diverses dépenses, notamment 60 KE pour la sécurisation intérieure du poste de police municipale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça? Parce qu'il me semblait que le bâti de la police municipale était pratiquement neuf en fait. Donc l'intérieur de ce bâti, s'il vous plaît. Je vous laisse répondre ou déjà dans un premier temps. Je vais donner un début de réponse et je laisserai Madame le maire compléter. Donc effectivement, la sécurisation intérieure du poste de police, vous savez, avant que la police ne s'installe, il y a eu effectivement un investissement qui a été fait, mais à l'utilisation, il y a des besoins supplémentaires qui se font sentir pour lesquels il faut encore renforcer l'investissement. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons un investissement supplémentaire à faire dans le local de la police municipale. Maintenant, je laisserai Madame le maire compléter la réponse. Il s'agit d'une modification pour sécuriser l'accès au poste
afin que les personnes extérieures n'arrivent pas en fait directement sur l'agent qui est en poste, mais dans un sas d'entrée, si je peux appeler ça comme ça, de façon à ce que, en fonction de la personne qui arrive, la personne qui accueille puisse faire appel à ses collègues si c'était nécessaire. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Et c'est pour ça que nous souhaitons améliorer en fait notre dispositif. Merci. J'ai une deuxième question. Merci pour votre réponse, Madame le maire. Donc, je pense que ça n'a pas été correctement pensé donc, lors du premier investissement. Ok, j'ai ma réponse. En page 84, vous parlez du volet sécurité qui intègre exclusivement les suites de l'opération du déploiement de la vidéoprotection. Donc, pour un montant de 531 279 €. S'agit-il encore de la vidéoprotection ? Si oui, pendant combien de temps allons-nous devoir payer pour cette vidéoprotection ? Alors, comme pour toutes les villes, en fait, nous avons fait poser une première série de caméras. Et là, il s'agit de la deuxième série qui va concerner tout particulièrement les abords des écoles, ce qui n'était pas prévu, en fait, dans le premier investissement, parce qu'il n'était pas possible de financer d'un coup l'ensemble du déploiement que nous voulions porter. Nous verrons par la suite si, en fonction des résultats obtenus, qui sont aujourd'hui tout à fait positifs, en tout cas c'est ce que nous rapporte la population, donc nous verrons si nous devons continuer ou non ce déploiement. Mais là, il s'agit clairement d'une deuxième tranche qui était prévue. Alors après, on nous en demande un peu partout, dans les quartiers pavillonnaires, en cas de dépôt sauvage, dans la forêt, voilà. Donc évidemment, nous ne pourrons pas répondre à toutes ces demandes parce que c'est quand même très très encadré par l'État et à chaque fois que nous demandons des poses de caméras, nous devons justifier pourquoi nous demandons ces poses de caméras. C'est la raison pour laquelle aussi il est très important que les habitants fassent des retours de leurs difficultés, puisque c'est ça qui permet aussi de pouvoir justifier de la pose de nouvelles caméras. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a pas. Nous allons donc procéder au vote en vous demandant qui est contre, qui s'abstient, une abstention. C'est adopté à la majorité. Je vous remercie. Le rapport suivant, approbation des créances irrécouvrables et admission en non-valeur et extinction de créances. Le rapporteur est Ambroise Thoy. C'est une délibération courante, hein, donc je pense que nous avons déjà présenté auparavant. C'est des créances irrécouvrables, donc on les met en non-valeur. L'idée, c'est que ces créances, nous pouvons à tout moment revenir là-dessus si on a la possibilité de recouvrer. Pour cette année, les services de gestion comptable sollicitent la ville pour l'admission en non-valeur des titres de recettes pour un montant total de 51 961 et 57 centimes qui correspond aux exercices de 2001 à 2019. Ces titres concernent les participations familiales pour les prestations scolaires et périscolaires, activités jeunesse, occupation du domaine ainsi que des loyers. Donc vous avez une série un tableau qui récapitule un peu les différents montants. L'annulation définitive des créances s'élève à 1048,05 centimes et concerne 4 dossiers pour lesquels une décision de justice a été ordonnée. Ces créances concernaient des factures de restauration scolaire pour l'exercice budgétaire 2010 à 2021. Il est donc proposé au Conseil d'approuver l'admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessus pour un montant total de 51 961 et 57 centimes et d'éteindre les créances liées à la restauration scolaire pour un montant de 1048 et 05 centimes. Merci. Y a-t-il des questions à ce sujet? Il n'y en a pas. Nous allons donc procéder au vote en vous demandant qui est contre, qui s'abstient. C'est adopté à la majorité. Je vous remercie.
Le rapport suivant est le bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la ville au cours de l'année 2021. Le rapport est Monsieur Liopis en l'absence de Madame Brodaille. Chers collègues, bonjour de nouveau. Comme chaque année, il est de tradition, d'obligation d'ailleurs, de présenter les acquisitions réalisées par la commune. Alors, je pense qu'on en reparle chaque année, mais derrière chaque acquisition, il y a des objectifs, et notamment l'objectif de ces acquisitions pour la commune, c'est d'une part de maîtriser le foncier sur les zones qui sont importantes pour son développement, et notamment une grande partie des parcelles qui ont été acquises concernent le centre-ville, le périmètre du centre-ville, sur lequel on est en train de travailler pour le redynamiser, et pour la création d'équipements publics. Donc voilà. On vous demande c'est une prise d'acte en fait sur l'ensemble des acquisitions qui ont été réalisées par la commune. Est-ce que vous avez des questions sur une parcelle en particulier? Dalila? Non, pas de questions. Donc il n'y a pas de vote puisqu'il s'agit d'une prise d'acte. L'ensemble a été vu préalablement d'ailleurs pour chacune de ces acquisitions. On les avait déjà votées lors des conseils municipaux. Voilà. Donc, il s'agit là d'un résumé annuel. Récapitulatif, moi résumé. Récapitulatif. Voilà, nous allons donc passer au point suivant, à savoir l'approbation de sortie de l'inventaire comptable de biens de faible valeur. Le rapporteur est Ambroise Thoin. Alors, juste pour rappel, les biens de faible valeur, donc ce sont des biens qui ont un montant inférieur au seuil que nous avons déterminé en conseil municipal pour un montant de 1 000 € TTC et dont la consommation est très rapide et qui sont comptabilisés en section d'investissement et amortis sur une année. Donc ces biens de faible valeur sont amortis au taux de 100% au cours de l'exercice et qui suivent leur constitution et n'apparaissent alors plus à l'actif de la structure. Il est précisé que ces biens de faible valeur, même sortis de l'inventaire comptable, restent toujours la propriété de la ville jusqu'à leur vente ou leur mise à la réforme. Néanmoins, ces biens ne constituent plus des immobilisations. Par conséquent, en cas de vente, le produit de cession de ces biens est enregistré en section de fonctionnement. Il faut rappeler qu'en 1997, la ville a changé de plan comptable en basculant sur l'instruction M14 qui prévoit la possibilité de sortir ces biens par décision de l'Assemblée délibérante. Cependant, aucune sortie n'ayant été effectuée depuis 1996, il convient de sortir l'ensemble de ces biens afin d'ajuster l'inventaire comptable et l'état de l'actif par l'ordonnateur et le comptable public. Donc, les biens de faible valeur acquis de 1996 à 2019 et totalement amortis au 31 décembre 2020 doivent faire l'objet d'une sortie de l'inventaire comptable pour un montant de 738 571,47 €, et conformément au tableau que vous avez dans le rapport. Donc, il est proposé au Conseil d'approuver cette sortie de l'inventaire des biens de faible valeur acquis entre 1996 et 2019 et qui sont totalement amortis au 31 décembre 2020 et d'autoriser la sortie périodique de ces biens de faible valeur acquis à partir de l'exercice 2020 et amortis en totalité au 31 décembre de l'année suivant leur acquisition. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Il n'y en a pas. Nous allons donc procéder au vote en vous demandant qui est contre, qui s'abstient. Une abstention. C'est adopté à la majorité. Je vous remercie. Le point suivant concerne l'attribution de subventions municipales aux associations pour l'exercice 2022. Le rapporteur est Philippe Liopis. Je ne vais pas vous redire bonjour à nouveau. Alors, comme chaque année, nous allons vous demander de voter l'attribution des subventions pour les associations à caractère local. Comme vous le savez, c'est toujours complexe, ça peut toujours prêter à discussion. Surtout, le contexte de cette année est un petit peu particulier. La Cour régionale des comptes a rappelé à l'ordre les communes sur les règles d'attribution des subventions et notamment les associations qui ont beaucoup d'argent sur leur compte en banque, qui normalement ne sont supposées ne pas être éligibles aux demandes de subventions.
Donc c'est une discussion, chaque association qui présentait des comptes positifs ont été reçus en mairie. Je pense que la réalité des faits, c'est que le gouvernement que nous avons, et que certains ont réélu, cherche de l'argent un peu partout, et notamment à travers les subventions données aux associations, en estimant que des fois c'est pas légitime, et je crois qu'ils recherchent à faire de l'argent là où ils peuvent. Donc aujourd'hui, on a reçu, comme je l'ai dit, toutes les associations, on a discuté avec eux, voir les plans d'action qu'ils avaient derrière, certaines pour épurer leur passif. On se donne une année de transition où on a reconduit quasiment à l'identique la plupart des subventions, sauf pour les associations qui ne nous l'avaient pas demandé. Avant que la question revienne, le Club nautique brévanais ne nous a pas demandé de subvention parce qu'ils ont de la trésorerie, et comme les piscines ont été fermées une grande partie du temps, ils n'ont pas pu faire leurs activités normales, donc ils ne nous ont pas demandé de subvention comme l'an dernier. Et c'est d'ailleurs en septembre, ils nous avaient demandé une subvention exceptionnelle pour relancer un peu leur année. Voilà. Donc les subventions ont été faites de concert avec l'ensemble des associations en tenant compte de leurs besoins actuels, de leur trésorerie, de leur plan de développement, de différents besoins qu'ils ont. En l'occurrence, pour l'APSAP, la section football s'est qualifiée pour la finale du championnat de France Corpo, qui se joue le 11 au stade du Vauchel à Créteil. Donc vous êtes tous invités à venir supporter l'APSAP Limeil-Brévannes. Donc nous leur avons donné une subvention exceptionnelle, en plus de leur subvention de 1 200 € qui couvre leurs frais en fait, d'organisation. Parce que contrairement aux autres compétitions, pour cette compétition, la Fédération française de football donne aux clubs recevant l'obligation d'organiser, et ce sont des frais qui sont quand même relativement importants, gardiennage, sécurité, etc. Donc ils nous ont demandé une subvention que bien sûr on leur a accordée. Voilà. Surtout que pour eux c'est une opportunité, c'est la première fois que l'APSAP section football arrive en finale du championnat de France Corpo. Voilà. Donc est-ce que vous avez des remarques ? Madame Sédoum. Oui, merci Philippe. Évidemment, je vais voter pour cette attribution des subventions attribuées aux associations. Par contre, j'avais une interrogation à titre juste d'information. Qu'est-ce que l'association membre de la Légion d'honneur du Haut de Val-de-Marne ? Si tu peux répondre à cette question. Une association, certainement des membres de la Légion d'honneur. Alors j'avoue que je n'ai pas rentré dans le détail de cette association. François, est-ce que tu as plus d'informations ? Non, c'est une association qui a dû demander, qui est éligible, et la commission l'a accordée. Mais j'avoue que je ne me suis pas occupé directement de cette association. Je peux rechercher les informations et revenir vers toi si tu le veux, avec grand plaisir. Ok, merci. Mais c'est une bonne question. Je reviendrai vers toi au prochain conseil. Y a-t-il d'autres questions ? Il n'y en a pas. Nous allons donc procéder au vote en vous demandant qui est contre, qui s'abstient. Alors, il n'y a pas de souci, Daniel, pour tous ceux qui sont membres d'associations. Ce sera noté dans le procès-verbal et vous serez déporté du vote pour l'association dans laquelle vous êtes membre. Donc, normalement, vous avez tous signalé de quelle association vous étiez membre. Et donc, il en sera tenu compte dans le procès-verbal sans qu'on soit obligé de voter donc subvention par subvention avec déport des élus concernés. C'est membres adhérents d'une association. Donc, normalement, on vous a demandé bien précisément de signaler toute adhésion, pas seulement le fait d'être président ou de faire partie du bureau, mais simplement si vous êtes membre d'une de ces associations, de le signaler pour qu'on puisse vous déporter au moment où on va faire le procès-verbal. Alors, ceux qui ne l'ont pas fait peuvent tout à fait compléter leur signalement et il en sera tenu compte. On a voté ou on n'a pas voté ? Donc, on reprocède au vote en vous demandant donc qui est contre. Monsieur Cogent est contre. Et donc, c'est adopté à la majorité. Je vous remercie. Le rapport suivant, approbation de la modification des tarifs pratiqués à l'occasion du bar éphémère. Le rapporteur est Philippe Gerbeau.
Merci Madame la maire. Oui, effectivement, depuis quelques années, la ville organise en début d'été un bar éphémère qui se tient rue Henri Barbus, au 51 pour être précis, là où habituellement vous avez le plaisir de visiter la boutique éphémère. Donc ce bar aura lieu la prochaine édition, la dernière semaine de juin, la première semaine de... L'ambition, c'est évidemment de présenter, de proposer aux Brévanais un moment de convivialité. Et pour cela, nous proposons des boissons alcoolisées ou non, et puis de la petite restauration salée. Il convient donc, à intervalles réguliers, de mettre à jour la carte et les tarifs qui y sont associés. Et c'est ce que nous vous proposons ce soir. Je ne vais pas vous faire le détail de la carte. Je vous invite plutôt à venir le 29, à partir du 29 juin, tester les produits. Y a-t-il des questions à ce sujet? Madame Sidoum. Oui, alors bien évidemment, ma question ne va pas se positionner sur les prix, cher Philippe. Juste en termes d'initiative, why not, hein, c'est très bien. Par contre, à mon sens et au sens de beaucoup de Brévanais, le lieu n'est pas adapté, en fait. Pourquoi? Je m'explique. Oui, même si effectivement c'est en plein centre-ville, j'ai quand même une autre proposition, hein, mais bon. Voilà, je vais quand même vous signaler que certains Brévanais et certains commerçants ne sont pas satisfaits de ce blocage, puisque ça bloque quand même la route, que c'est une concurrence directe pour les commerçants, et surtout que les Brévanais ne se sentent pas suffisamment informés, et ils sont souvent face à ce blocage, qui crée donc beaucoup d'embouteillages, et vous savez que notre ville est sujette aux embouteillages, surtout en ce moment. Donc, proposition de déplacer peut-être le lieu, notamment sur le parking du marché rue Lussalé, pourquoi pas. Et puis, une question, par contre, en gestion du perso, parce qu'apparemment, ce sont des agents de la mairie qui font un peu le service à ce moment-là. Donc, comment sont payés les agents? Et est-ce que c'est sous la forme du volontariat? Voilà, merci. Alors, il y a un certain nombre de sujets concernant le lieu. Alors, il a plusieurs avantages, hein. Tu le disais, Dalila, il est en centre-ville et forcément la centralité du lieu participe à son succès. Le deuxième élément, c'est qu'il participe aussi à faire vivre les commerces alentours. Pour une raison très simple, c'est que les consommateurs, les clients de ce bar éphémère profitent de leur visite pour aller consommer ici ou ailleurs, à la boulangerie et autres commerces alentours. Le blocage, pour être complètement précis, il est réel, il existe, mais il est extrêmement modeste dans la mesure où la rue ne sera fermée que pendant quelques heures les 2 vendredis de l'événement. Donc on est sur une gêne modeste. Et pour le reste du temps, nous faisons le nécessaire pour informer d'une part les commerces alentours et d'autre part les résidents. Concernant les retours, à mon niveau de connaissance, ils sont positifs, voire très positifs. Et d'année en année, nous observons une fréquentation accrue, ce qui laisse augurer d'une saison 2022 qui va être également satisfaisante, voire plus. Tu évoques enfin les personnels. Alors oui, je le confirme, il s'agit bien de personnel de mairie qui, le temps de 15 jours, endossent un nouvel uniforme et participe à ce moment de convivialité. Concernant les modalités salariales, je confesse ne pas forcément les maîtriser. C'est plutôt du ressort de l'administration, mais on pourra éventuellement t'apporter les informations nécessaires à ce sujet, mais j'en dispose pas à cet instant. En tout cas, il n'y a aucune obligation. Les modalités salariales, c'est une chose, mais il n'y a pas d'obligation à tenir le bar éphémère pour aucun des agents. Y a-t-il d'autres questions? Mon micro ne marche pas.
Il est pourtant branché, mon micro. Un autre micro. Ce micro marcherait mieux. Nous allons donc procéder au vote en vous demandant qui est contre. Monsieur Cogent toujours, qui s'abstient. Madame Sidoum, c'est adopté à la majorité. Je vous remercie. Le rapport suivant concerne une autorisation donnée au SAF pour une acquisition foncière. Donc, vous allez avoir plusieurs délibérations en ce sens pour lesquelles les avis des domaines n'avaient pas été joints. Ils ont été mis sur table, donc ils sont à votre disposition. Donc, le premier rapport concerne une parcelle inter rue Pierre et Angèle Lehen, et le rapporteur est Philippe Liopis. Je voulais piquer mon boulot, mais donc ça. Alors, les 4 délibérations suivantes se ressemblent dans l'objet et sur le format, en fait. Juste un peu... Pardon, on m'entend pas? Allô, allô, est-ce qu'on m'entend? Oui, ok. Donc, en fait, les 4 délibérations suivantes sont dans la même veine, en fait, comme on l'a vu dans le rapport, dans la délibération numéro 12. La commune est en train de procéder à des acquisitions de foncier sur des zones qui sont importantes, stratégiques, à la fois pour le développement de la ville, pour la réhabilitation du centre-ville ou pour la mise en place d'équipements publics dans le futur. La charge pour la commune, comme l'a souligné Ambroise lors de la présentation des délibérations, est quand même très importante. Et il y a des organismes publics qui permettent de faire ce qu'on appelle du portage foncier, c'est-à-dire d'acquérir les terrains pour le compte de la ville, de les conserver et de les restituer lorsque la ville achève un projet. C'est valable à la fois pour des équipements publics, pour des constructions, etc., etc. Donc, dans le cadre de notre développement du centre-ville, nous allons devoir acquérir dans les années qui viennent, et surtout sur l'année 2022, un nombre de parcelles importantes qui se libèrent dans le périmètre du centre-ville, dans le périmètre élargi sur lequel on est en train d'étudier et de faire une réflexion globale. Donc, nous avons signé, enfin le maire a signé une convention avec le SAF, ce qui est le syndicat d'action foncière, qui est une émanation du département Val-de-Marne et qui va nous aider en portant les projets immobiliers, qui va nous aider à conserver le foncier, à maîtriser le foncier, éviter que des promoteurs se jettent sauvagement dessus pour acquérir et construire ce qu'ils veulent dans le cadre d'un PLU existant. Malgré les leviers que l'on a pour empêcher ça, on ne peut pas tout empêcher. L'idée, c'est d'avoir une maîtrise foncière le plus intense possible sur le périmètre. Voilà. Donc, à partir de maintenant, juste rentrer dans les détails, il y a 2 organismes principaux, le SAF, qui dépend du département Val-de-Marne, et l'EPFIF, qui dépend de la région Île-de-France. En l'occurrence, là, pour le moment, on a signé une convention avec le SAF. Les 2 ne sont pas incompatibles, ce qui va nous permettre de ne pas consommer du budget, et qu'Ambroise sera rassuré pour boucler son budget dans le futur, et qui va nous permettre de bloquer des parcelles pour le projet de développement futur. Donc, vous voulez qu'on vote les délibérations une par une ou une par une? Ok. Donc, je vous propose... Oui, je voulais juste rajouter que j'ai fait moi-même modifier les statuts du SAF au mandat précédent de façon à ce que les équipements publics puissent être financés. Jusqu'à présent, en fait, on ne pouvait faire porter par le SAF que des terrains qui devaient porter de l'habitation ou de l'activité, voire de l'activité commerciale. Donc aujourd'hui, à l'époque, on aurait pu l'utiliser et ça nous aurait été très utile quand on a acheté les terrains pour les écoles et notamment celui de Saint-Jean-Perse qui, pour le moment, donc, ne porte pas encore d'équipement public. Donc là, moi, je me réjouis que ce soit maintenant possible parce que c'est vrai que financièrement, ça n'est pas du tout la même chose de payer 10% d'un terrain au moment où nous nous parlons plutôt que d'être obligé d'en payer le prix à 100% immédiatement, alors que les projets ne sont pas encore aboutis et que les parcelles ne sont pas revendues. Je pense que nous pouvons peut-être procéder au vote les uns derrière les autres. Les uns derrière les autres. Alors, je vous propose de procéder au vote de la première acquisition. Donc, c'est l'autorisation donnée au syndicat d'action foncière du Val-de-Marne d'acquérir la parcelle. Alors, je ne veux pas vous lire les parcelles, alors vous pouvez lire comme moi, moins maintenant. Mais c'est une parcelle qui est entre la rue Pierre-Angèle Lehen et la rue Henri Barbus, à côté du gymnase.
En fait, dans le cadre des merci, dans le cadre des voilà du centre-ville, cette parcelle est ultra stratégique, à côté du gymnase, pas très loin de parcelles que nous avons acquises pour des futurs équipements publics que nous pourrions faire. Voilà. Donc, je vous demande de procéder au vote. En vous demandant qui est Oui, contre. Monsieur Cogent, qui s'abstient? Madame Sidoum, c'est adopté à la majorité. Je vous remercie. Alors, une deuxième parcelle que nous souhaitons acquérir, si vous en êtes d'accord, c'est une parcelle qui est entre deux clochers Henri Barbus. Je sais, pour ceux qui se rappellent, c'est derrière l'ancien Panda Géant, qui est aujourd'hui AD, donc je crois que ça a encore changé de nom. C'est un petit appartement, en fait, qui rentre dans le périmètre du centre-ville, puisque tout ça, de la station Total, etc., ça fait partie du périmètre de réflexion. Donc voilà. Donc, on peut procéder au vote, à moins qu'il y ait des questions. Dalila, s'il y a des questions, non? Ok, on peut procéder au vote. Je vous demande donc qui est contre. Monsieur Cogent toujours. Qui s'abstient? Madame Sidoum. Monsieur Aubert ne prend pas part au vote. Tu me boudes? Et c'est adopté à la majorité. Je vous remercie. La troisième parcelle concerne une parcelle au cœur de la rue Henri Barbus. Quand on connaît l'importance de la rue Henri Barbus dans le cadre du centre-ville, elle n'est pas très loin de la parcelle Pierre-Angèle Lehen. Et tout ça fait partie du périmètre d'études que j'ai évoqué en préambule. Donc, Tu as sauté celle de Gabriel Péry. Tu as sauté celle de Gabriel Péry. J'ai sauté celle de Gabriel Péry? C'est pas bien ça. Ah, moi, elle est dans l'autre forme. Ah oui, j'ai sauté celle de Gabriel Péry, pardon. Il y a la parcelle Gabriel Péry qui aussi nous intéresse, toujours dans le cadre de cette étude. Donc, Madame le maire, si vous pouvez procéder au vote. Merci. Donc, au 26 terre de la rue Gabriel Péry. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? C'est adopté à la majorité. Je vous remercie. Et donc, le dernier... Et le quatrième et le dernier, qui est rue Henri Barbus, pas très loin de la parcelle Pierre-Angèle Lehen que l'on a déjà évoquée et qui est vraiment dans le cœur du périmètre du centre-ville de l'étude globale. Donc, si on peut procéder au vote. Donc, s'il n'y a pas d'observation, je vous demande qui est contre. Monsieur Cogent, qui s'abstient? Madame Sidoum, c'est adopté à la majorité. Je vous remercie. Alors, je voulais juste faire une petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais qui a rapport justement, c'est le bar éphémère par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu parles d'une ville dortoir. On a quand même relancé le cinéma, le bar éphémère, la fête du goût, le marché de Noël qui n'existait pas, la fête du jeu qu'on fait, le forum des associations qu'on a transformé en une véritable fête des associations tous les ans. Je pense qu'en termes d'animation, depuis que nous sommes arrivés, il y a quand même eu des choses qui ont été développées. Le carnaval, j'oublie le carnaval. Le marché de Noël, j'ai déjà cité. Le blues. Pardon? La fête du jardinage, etc. Donc voilà, je trouve que tu as été un peu dur par rapport à ça, parce que la réalité, c'est qu'on a fait énormément d'événements villes. Il y a quasiment un événement majeur par mois, et quand même, on est quand même loin de rien, en fait. Voilà, par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire quasiment rien. Et au niveau des équipements, moi je te rappelle quand même le gymnase de Colasiac, qui est quand même pas mal, la salle Larousse qu'on a augmenté, les parcs, les aires de jeu, etc., etc., la rue de la Sablière, je ne sais pas si à l'occasion, mais si franchement un jour tu as l'occasion, on se prend une demi-journée, je t'emmène dans tous les endroits qu'on a rénovés dans la ville, et je te montrerai les photos d'avant, et franchement, je ne peux pas dire qu'on n'a rien fait. Voilà. Okay. Quand même pas, je suis marié. Y a-t-il d'autres observations? Il n'y en a pas, mais c'est vrai que moi j'ai gardé, je pourrais vous ressortir l'état de ce que faisait le service événementiel en 2014, et je dois dire qu'en dehors des commémorations et la saison culturelle, voilà, en dehors des commémorations et du forum des associations à la rentrée, il n'y avait pas grand-chose pour animer la ville. La fête du jardinage se tenait ici, dans ce local, ce qui était quand même assez étonnant pour une fête du jardinage, de se faire dans une pièce et non pas se faire dehors. Donc voilà, c'est vrai qu'au niveau de l'animation, on a sûrement encore besoin de progresser, on serait ravis de le faire, mais on a néanmoins commencé à faire un certain nombre de choses pour faire vivre la ville. Il nous manque des emplois, mais on y travaille, on y travaille. Y a-t-il donc d'autres observations? Non. On a voté le dernier ou on n'a pas voté le dernier?
Le dernier rapport, on l'a voté. On a tout voté, tout va bien. Donc, le rapport suivant est l'approbation de la non-opposition à la suppression du rayon de 500 mètres autour du château de la Grange, situé sur la ville de Hyères. Le rapporteur est Philippe Liopis, en absence de Dorothée Brodagne. Alors, ça concerne en fait une demande de la mairie d'Hyères qui a fait l'acquisition du château qui s'était appelé Maréchal de Saxe, qu'on appelle le château de la Grange en fait. Et dans ce château, j'imagine qu'ils doivent faire des travaux et l'aménager, etc., puisqu'ils en font un équipement public. Et ils ont demandé la suppression de la zone de protection de 500 mètres. En ce qui nous concerne, nous, on n'y voit pas d'inconvénient, puisque sur l'email Brévannes, de toute façon, ça ne concerne que de la forêt classée. Donc, ils ne peuvent pas construire dans le périmètre des 500 mètres. Donc, a priori, on n'y voit pas d'inconvénient majeur de les empêcher de faire ce qui est leur projet dans l'enceinte du château. C'est pour ça qu'on vous demande d'accepter. Voilà, y a-t-il des questions à ce sujet? Il n'y en a pas. Nous allons donc procéder au vote en vous demandant qui est contre, qui s'abstient. C'est adopté à la majorité. Je vous remercie. Le rapport suivant concerne la mise en place du télétravail et donc nous vous demandons d'approuver la charte correspondant au télétravail. Donc, ce protocole est prévu pour s'appliquer à compter du 1er juillet 2022, avec une période de 6 mois, en fait, jusqu'à décembre 2022, qui serait donc probatoire. Et cette charte explique comment s'exécuterait le télétravail dans la ville de Limay-Brévannes pour l'ensemble des agents qui pourraient y être éligibles. Donc, il y a une période d'expérimentation et après la période d'expérimentation, le nombre de jours de télétravail maximum possible est prévu à 2 jours pour des agents qui sont à temps complet. Évidemment, les équipements mis à disposition ainsi que l'assistance technique sont bien décrits. Il est parlé de la protection des données et de la cybersécurité, des droits et obligations de l'agent qui, bien entendu, conserve aussi bien la rémunération que l'ensemble des droits liés à son statut. Il y a aussi une attention particulière à porter pour la prise en compte de risques, comme la prévention de troubles musculo-squelettiques ou la fatigue oculaire, le respect des temps de travail et de repos obligatoires, le droit à la déconnexion et au respect de la vie privée, une allocation forfaitaire de télétravail aussi que nous avons choisi d'aligner à ce qui est prévu en fait par la loi de 2,50 € par jour. Voilà, ce forfait sera versé sur la base du nombre de jours de télétravail. Voilà, que dois-je dire d'autre? Vous savez que jusqu'à présent, il y a bien eu du télétravail qui a été mis en place au moment du Covid, depuis le début de l'année 2020. Ça s'est poursuivi en 2021 aussi pour un certain nombre d'agents. Nous souhaitons aussi, bien entendu, que ça puisse être utilisé par les personnes qui le souhaitent, notamment pour des femmes en situation de grossesse. Mais donc, jusqu'à présent, ça s'est fait sans que la ville n'en ait formellement délibéré, ce qui est obligatoire, et c'est pour ça qu'il est demandé de le faire ce soir par le biais de l'approbation de cette charte. Y a-t-il des questions à ce sujet? Madame Siloum. Oui, Madame le maire, je salue cette décision de mettre cette délibération au Conseil ce soir concernant le télétravail. J'avais juste une question. Pourquoi le paramétrage mensuel n'était pas possible au lieu du semestriel? Paramétrage pour cette allocation forfaitaire de 2,50 €. C'est pour simplifier le travail du service des RH de façon à pouvoir faire le calcul tous les 6 mois. Ça n'est pas des sommes qui sont très importantes puisque vous avez au maximum 220 € par an.
Et donc, il nous a paru plus intelligent, en fait, de simplifier ça et de faire un calcul au bout de 6 mois. D'autant plus pendant la période là de transition où déjà le temps télétravaillable sera inférieur et donc cette somme est relativement peu importante. Puisque l'essentiel, en fait, est bien entendu porté par la ville, notamment les outils informatiques, etc., et qui sont nécessaires aux personnes pour télétravailler. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas, donc bien entendu, cette charte a été proposée au syndicat, ça a été accepté à l'unanimité, il n'y a pas eu de souci. Nous avons fait des ajustements à la marge quand ils nous ont été demandés. Donc je le propose au vote en vous demandant qui est contre. Monsieur Cogent est contre. Qui s'abstient? C'est adopté à la majorité. Je vous remercie. Une deuxième délibération maintenant vous est proposée qui concerne toujours les agents. Il s'agit de la mise en place du don de jours de repos à un agent communal par un autre agent communal avec le règlement intérieur. Vous savez que c'est une chose qui se fait de plus en plus, qu'un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas prendre tous leurs jours de congé et tous leurs jours de RTT, au lieu de les mettre sur un compte d'attente, si je peux dire, puissent les mettre sur une sorte de compte global qui serait mis à disposition d'autres personnes qui en auraient, elles, besoin, notamment dans le cadre de la maladie d'enfant. Donc ce cadre a même été élargi puisqu'il ne s'agit plus que de la maladie d'enfant, mais ça peut être aussi pour venir porter secours en fait à son conjoint, à un ascendant ou à un descendant. Bref, il y a un certain nombre de conditions à respecter. Alors bien sûr, tout ça se fait de façon complètement anonyme, c'est-à-dire que les agents qui souhaiteront donner des jours de congé le diront au service des relations humaines. Ce sera mis sur un compte global et à partir de ce compte global, ces jours pourront être attribués à des agents qui, eux, en feront la demande. J'ai suggéré, notamment quand nous en avons débattu au comité technique avec les syndicats, qu'un rapport annuel soit fait sur le nombre de jours donnés par certains agents et le nombre de jours qui seraient éventuellement attribués pour qu'on puisse suivre en fait dans la globalité l'intérêt de ce système. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières à ce sujet. C'est prévu de façon relativement simple. Voilà, c'est-à-dire on ne peut pas non plus donner ou recevoir n'importe quoi, c'est réglementé et chacun saura le savoir, bien entendu, ce sera porté à la connaissance de tous les agents par leurs directeurs et chefs de service respectifs. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, nous allons procéder au vote en vous demandant donc qui est contre. Toujours M. Cogent. Qui s'abstient? Pas d'abstention. C'est adopté à la majorité. Je vous remercie. Le rapport suivant est présenté par Peggy Trony. Il s'agit cette fois-ci de la charte de l'ATSEM. Peggy. Merci Madame la maire. Bonsoir. Donc, il s'agit de la charte de l'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, plus communément connue sous le nom d'ATSEM. Cette charte a été élaborée pour clarifier le rôle et les missions de l'ATSEM et son positionnement à la fois hiérarchique et fonctionnel au sein de la communauté éducative. Elle a été construite dans une optique de cohérence éducative et de prise en compte des besoins de l'enfant pour favoriser leur réussite scolaire. C'est donc un document de référence qui est à la fois interne pour les services, mais également pour les partenaires et qui doit concourir à fournir un service de qualité pour les enfants des écoles maternelles. Très concrètement, en fait, elle rappelle le cadre d'emploi, l'organisation du service et les principes généraux qui le régissent, et puis elle détaille les attributions de l'ATSEM selon les différents temps de la journée dans l'école, mais également les tâches en dehors du temps scolaire. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter la charte de l'ATSEM de la ville de Lausanne, telle qu'elle apparaît dans le rapport de présentation, et d'autoriser Madame le maire à la signer.
Voilà, je veux juste rajouter que c'est vrai que le rôle des ATSEM n'est pas toujours très simple puisqu'ils ont deux autorités, à la fois une autorité de la ville, en fait, une autorité hiérarchique de la ville, et en même temps, elles sont sous l'autorité de la direction des écoles, et donc c'est pas toujours très facile pour elles, et cela permet donc de clarifier les positions de tout le monde. Puisque cette charte s'applique aussi bien aux enseignants qu'à la ville. Est-ce qu'il y a des questions sur cette charte qui, bien entendu, a été soumise aux organisations syndicales? Madame Sidoum? Oui, c'est la question que je voulais vous poser, vous venez d'y répondre, donc adressée aux organisations syndicales. À mon sens, il manque dans cette charte le sujet en débat dans l'école et un bilan annuel de la charte. Le sujet, un débat dans l'école, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les sujets en débat dans l'école, sur la vie de l'école, tous les sujets qui pouvaient être, entre guillemets, intéresser l'école, le statut de l'ATSEM, l'enseignant, etc., enfin tous les acteurs au sein de l'école, et puis un bilan annuel. Alors, les chartes seront forcément en fait revues très régulièrement. Il est possible d'ailleurs que l'ensemble des chartes soient regroupées à un moment ou à un autre. Là, on en est simplement au début de l'installation de certaines procédures, mais bien entendu, s'il y a besoin de les améliorer, de rajouter des choses ou de les modifier en fait, hein, tout ne nous appartient pas, ce sera fait régulièrement comme pour toutes les autres chartes. Une autre question, combien y a-t-il d'ATSEM au sein de la ville et tous les agents travaillant dans les écoles sont-ils ATSEM? Madame Trony, si vous voulez nous répondre. C'est bon. 43 ATSEM au sein de 9 écoles maternelles, 2 qui ont vraiment, pas de bêtises, le grade d'ATSEM, et un certain nombre, après doivent avoir sinon un CAP petite enfance ou l'équivalent. Merci beaucoup. Mais un certain nombre vont probablement le devenir. Elles sont bien accompagnées en fait par les services pour pouvoir évoluer et avoir la qualification requise. Mais je crois que c'est souvent le cas dans beaucoup d'écoles. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a pas. Nous allons donc procéder au vote, à l'approbation de cette charte. Y a-t-il des objections? Monsieur Cogent, y a-t-il des abstentions? Madame Sidoum, vous abstenez ou vous votez contre? Vous votez contre. Donc 2 contre, je vous remercie. C'est adopté à la majorité. Nous passons à la charte suivante, qui est celle de l'utilisation des ressources informatiques et des réseaux de la ville. Le rapporteur est Ambroise Thoin. Ça marche pas, ça. Si vous pouvez l'aider. Il a du mal, Antoine. Merci. C'est bon. Pour ce rapport, il faut juste rappeler que la ville met à disposition des agents des équipements informatiques et des moyens de communication dans le cadre de leur mission, et afin
d'assurer la bonne utilisation et le respect de la sécurité informatique de la ville. Nous mettons en place justement cette charte pour définir un code de bonne utilisation et ensuite cela rentre dans une démarche d'information, de sensibilisation et de responsabilisation des agents sur l'utilisation de ces moyens de communication électronique et du système informatique de la ville. Voilà. Et donc, il est proposé au Conseil d'adopter cette charte d'utilisation des ressources informatiques et le réseau de la ville de Limeil-Urvan, tel que si annexé. Donc, vous avez la charte qui commence à la page 174 jusqu'au... Voilà. Donc, si vous avez des questions. Merci Ambroise, c'est assez classique. En fait, le rappel est beaucoup fait sur les questions de mots de passe et de la protection, en fait, justement des connexions extérieures pour tous ceux qui télétravaillent et aussi pour tous ceux qui utilisent des ordinateurs sur place. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette charte? Il n'y en a pas. Nous allons donc procéder au vote en vous demandant qui est contre. Monsieur Cogent toujours, qui s'abstient. C'est adopté à la majorité, sans abstention. Je vous remercie. Nous passons au rapport suivant, approbation de la modification du tableau des effectifs et des emplois permanents. Donc, nous avons cité un certain nombre, nous continuons à créer donc les emplois permanents de façon correcte, puisque vous savez que ça n'était pas le cas, en attendant d'en supprimer un certain nombre. Donc, il y en a pour le service de la citoyenneté, pour le cimetière, pour les archives, pour les installations sportives, pour la régie voirie, pour la responsabilité technique de la DSI, pour la régie des bâtiments, pour aussi un référent santé, accueil inclusif et d'accompagnement santé, et enfin un autre pour les projets ressources humaines. Je voulais rajouter aussi que je vous proposais, ce qui n'est pas là mentionné, mais que je voudrais rajouter, c'est la modification en fait de l'emploi de directeur du cadre de vie et de l'environnement que nous avons créé par délibération le 31 mars dernier. On l'a fait sur la base de l'article 332-14 pour un contrat d'1 an et la proposition serait de modifier pour créer ce poste sur la base d'un article différent, le 332-8, qui permet de proposer un contrat de 3 ans renouvelable une fois. C'est vrai que pour ce type de poste, quand on ne trouve pas d'agent territorial et qu'on se tourne vers la voie contractuelle, il paraît plus raisonnable de proposer un contrat de 3 ans plutôt qu'un contrat d'1 an, parce que dans la pratique, on ne cherche pas à garder un directeur pour une année seulement. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Il n'y en a pas. Nous allons donc procéder au vote en vous demandant qui est contre, qui s'abstient. Madame Sidoum, donc un contre, une abstention, c'est adopté à la majorité. Je vous remercie. Nous arrivons à l'information du Conseil sur les décisions du maire. Y a-t-il des questions sur l'ensemble de ces décisions qui couvrent une période de janvier 2022 à mai 2022? Y en a-t-il pour lesquels vous auriez besoin d'explications? Madame Sidoum. Oui, j'aurais voulu avoir des informations sur la numéro 2022-085. Il s'agit d'une passation d'un marché concernant une mission de maîtrise d'œuvre relative à la construction d'un local associatif. Donc, en quoi exactement consiste ce marché sur ce local associatif, s'il vous plaît? C'est un local qui doit se situer rue Émile Zola, en remplacement du local de l'association As-Salam, qui, comme vous le savez, prend l'eau déjà depuis de nombreuses années et doit être déplacé à la suite de l'arrivée du câble. C'est un sujet qui avait été vu lors du budget primitif.
Y a-t-il d'autres questions? Oui. Alors, s'agissant de la 2022-088, fourniture de repas dans le cadre de l'organisation des élections législatives et présidentielles, dépenses de 12 040 euros. Il me paraît assez excessif, hein, à part si derrière tout le personnel communal bénéficie effectivement. J'ai compté à la louche une centaine de personnes, 13 bureaux. Alors, c'est 4 tours d'élection. Donc, il faut compter ça. Exact. Donc, vous avez 4 tours d'élection et je crois que vous avez plus de 100 personnes. D'accord. Vous devez en avoir pas loin de 150 et bien entendu, les agents sont inclus, et y compris les bénévoles. On espère, mais on ne sait pas. Je crains qu'une fois encore, d'ailleurs pour les législatives, nous ayons assez peu d'assesseurs d'un certain nombre de candidats qui, sur les ondes télévisuelles, seraient considérés comme potentiels gagnants. D'ailleurs, à ce C'est titre, Dalila, assez contrariant. si tu soutiens un candidat, il me semble que tu soutiens un candidat, ça serait bien que le candidat que tu soutiennes, que ton équipe, et il y a certains membres sont dans le mettent des assesseurs dans tous les bureaux de vote, et pas un seul, ça serait super. Moins de délégués, plus d'assesseurs pour bosser. Ça serait sympa. C'est prévu, mais c'est un autre sujet. Eh ben, je te remercie beaucoup. S'agissant de la numéro 2022-116, passation d'une convention de mise à disposition précaire d'un local 651 rue Henri Barbus pour un loyer mensuel de 1 200 euros. Alors, j'ai essayé de comprendre. Le loyer mensuel, c'est la ville qui paye ce loyer ou c'est la ville qui a la recette des 1 200 euros? Oui, c'est ça. C'est la ville qui loue un local. D'accord, très bien. Et ma dernière question est sur la 2022-124, exercice du droit de préemption, parcelle AP numéro 268, lieu dit sous l'email pour une dépense de 70 000 euros. Alors, vous l'avez vu, c'est une sorte de chemin, en fait, qui va de la rue Émile Zola vers la cité Grégory et qui permet de désenclaver ce coin-là qui, avec le sentier de la Planchette, est un petit peu contraint. Voilà, est-ce la dernière ou y en a-t-il d'autres? C'est tout. Je vous remercie. Nous passons maintenant à la réponse aux questions orales que vous avez posées. Donc, Monsieur Cogent, si vous voulez poser votre question. Monsieur Cogent ne pose pas sa question? Bien. Alors, Madame Sidoum, vous aviez aussi 2 questions, si vous voulez nous poser la première. Oui, merci. Alors, la première question. Les riverains de l'ensemble du domaine de la Tuilerie, situé à proximité de la piscine, vous ont fait parvenir le 31 mai une pétition qui résulte de votre inaction face à leurs doléances et requêtes. Depuis plus de 2 ans, ces mêmes riverains vous alertent de vive voix et par courriel sur l'aménagement de la voie Georges Pompidou qui ne cesse de se dégrader, en particulier le rond-point du lycée et l'absence de l'entretien des espaces verts de ce quartier pourtant proche de la forêt. Vous les aviez reçus en début d'année 2020 et un compte-rendu de réunion avait été acté en date du 23 janvier. Depuis, vous avez été réélu et aucune action promise n'a été mise en œuvre par vos services. Lors d'une relance en date du 18 mai par l'intermédiaire de la boîte mail doléances, votre élu, M. Blondel, a signifié aux représentants du domaine de la Tuilerie, par courrier postal, que ces actions ne pouvaient pas être mises en œuvre tant que le complexe sportif Budet ne serait pas construit. Or, ce projet de complexe sportif en est à sa phase d'étude sans qu'aucune date de construction ne soit annoncée par vos services. Les riverains de ce quartier, mais aussi les lycéens et les usagers de la piscine, doivent avoir des garanties de votre part dans un futur proche et non pas au conditionnel. Quelles sont les alternatives proposées pour répondre aux besoins des habitants de ce quartier, s'il vous plaît? Alors, je me réjouis avec l'ensemble des habitants de ce quartier qu'une de leurs principales demandes, à savoir l'éclairage en fait de l'ensemble de ce quartier pavillonnaire, vienne d'être réalisée. Donc, pour y être passé d'ailleurs
ces derniers temps. Ils sont extrêmement contents du résultat. Ça enjolive vraiment le quartier et répond tout à fait à leurs attentes. Donc on ne peut pas dire que rien ne se soit passé. En ce qui concerne les différents points de la voie Georges Pompidou, ils interrogent sur 3 endroits qui sont assez différents les uns des autres. Il y a la voie en elle-même qui appartient à la ville, et je le confirme, et ça leur a été dit, et ça a été confirmé, et je ne crois pas qu'on ait l'habitude, ni M. Blondel, ni moi-même, de raconter des histoires, que ce projet de gymnase est bien sur les rails, puisqu'on va passer en fait aux sollicitations au niveau des marchés, et que donc il serait tout à fait irresponsable de notre part d'entreprendre des travaux de voirie lourds sur cette voirie, alors que des camions doivent arriver dans les prochaines années pour une mise en place de ce complexe sportif qui est tant attendu et qui est un des projets du mandat. Et il n'y a aucune raison qu'il ne se fasse pas. Je ne vois pas qu'il puisse y avoir des récriminations des uns ou des autres pour ce projet. Il y a ensuite une deuxième section qui est, à proprement parler, devant le lycée et qui ne nous appartient pas, qui appartient au territoire. C'est eux qui ont aménagé d'ailleurs ce site à l'origine, et pour le moment, ils n'ont pas l'intention de vouloir revenir dessus. Et il y a une troisième partie dont il est question, qui est le rond-point sur la Nationale 19. Et là, je me tourne vers l'État, puisque la Nationale 19 et son aménagement éventuel revient à l'État. Et aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre sur le sujet de la Nationale 19, mais je crains que ce ne soit pas pour demain, puisqu'on avait eu même des avis au 1er octobre que c'était la préoccupation principale de l'État, dixit le député, et à cette heure-ci, l'îlot central est toujours détruit et il ne s'est rien passé alors que nous arrivons à la fin de l'année scolaire. Voilà donc les réponses pour l'ensemble de ça. Bien entendu, nous allons à nouveau devoir faire, en ce qui concerne la ville, des rebouchages de nids de poules, parce que ceux-ci sont assez importants, et on réfléchit aussi à peut-être installer un système de chicane, puisque nous avons des plaques d'égout en fait qui sont relevées au-dessus du niveau du sol, qui sont, je trouve personnellement, plus dangereuses qu'éventuellement les nids de poules. Donc peut-être nous allons organiser des chicanes si le service de la voirie pense que c'est opportun et trouve le temps de l'étudier dans des délais qui ne soient pas trop longs. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Et enfin, quant à l'embellissement pour l'espace vert d'entrée, qui franchement est pas quand même trop mal en l'état actuel, il est prévu de creuser en fait au milieu des 2 parterres verts, mais nous sommes en attente de subventionnement, donc un dossier va être déposé, et c'est pour ça que nous ne nous précipitons pas, puisque si nous pouvons faire subventionner en fait cette déminéralisation partielle, je pense que ce sera aussi bien pour la ville et ça nous permettra de faire plus de projets que simplement celui-là. Alors bien entendu, il va être répondu à l'ensemble des pétitionnaires sur tous ces points très précis, puisque très régulièrement, ils nous réinterrogent et nous ne manquons pas de leur répondre, comme nous l'avons fait, puisqu'il y a une réunion publique d'ailleurs qui s'est tenue là-bas il y a assez peu de temps, avant d'ailleurs la réfection de l'éclairage public, et il a pu leur être répondu, du moins pour tous ceux qui sont venus à cette réunion sur le terrain. Alors, la deuxième question, je vous écoute. Alors, la deuxième question. Nous relevons une augmentation de la ligne 6236, catalogue et imprimé, sur le budget prévisionnel 2022 de 54% par rapport au budget réalisé 2021. Or, lors de la campagne présidentielle, vous avez soutenu la candidate LR Valérie Pécresse, et à cette occasion, vous aviez fait parvenir dans les boîtes aux lettres des Brévanais une lettre affichant votre soutien officiel à cette dernière. Compte tenu du montant en euros que représente cette augmentation, doit-on s'attendre à recevoir prochainement une communication de soutien à la candidature de votre binôme aux prochaines législatives? Pourriez-vous nous affirmer que le coût de cette opération de communication n'a pas été imputé sur le budget communal? Alors, il y a 2 questions. La première sur les montants.
En fait, la ligne catalogue et imprimé pour le service communication au BP 2021 était de 104 000 € et elle est au budget primitif de 2022 de 100 000 €. Donc il n'y a pas d'augmentation. Simplement, la consommation en 2021, puisque nous avons été en année Covid, donc avec moins de manifestations et moins de besoins de communication, il n'y a eu finalement que 65 000 € suite à ce qu'on a pu voir avec la décision modificative de la fin de l'année. Donc effectivement, le budget n'a pas été consommé de cette façon-là. Nous l'avons réduit pour ces raisons-là. Mais les 100 000 € de cette année sont juste dans les mêmes niveaux, on va dire, que les 104 000 € qui étaient prévus en 2021. Alors ensuite, pour les documents électoraux, puisque vous-même avez fait déjà des campagnes électorales, vous savez très bien qu'il est absolument hors de question que la municipalité paye des documents de soutien à des campagnes électorales. Donc, bien entendu, le courrier de soutien à Mme Pécresse fait partie des comptes de campagne de Mme Pécresse. Et il y aura dans vos boîtes aux lettres, pour le moment, nous sommes en élection législative, chaque candidat présente ses comptes de campagne, c'est extrêmement bien encadré, c'est vérifié, tout à fait, ça doit être validé, c'est toujours très très tatillon et très précis à l'euro près, et donc il n'y a aucun risque qu'il n'y ait aucun document électoral qui ait été mis sur les comptes de la ville de Limeil-Brévannes. Mais je pense que ça, vous le savez comme élu. Vous connaissez la façon dont on procède. Donc, je vous remercie tous pour votre assistance. Il semble que, à nouveau, en fait, la diffusion du conseil se passe mal parce que la boîte 4G ici ne marche pas. Et il est probable que nous devions retourner, et j'espère que nous le pourrons sans problème, dans la salle du conseil municipal où la liaison est meilleure, parce que là, elle est défectueuse et j'en suis tout à fait désolée. Très bonne soirée à tous.